Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour vous informer. Voici le sommaire de ce 12-13. L'examen d'État édition 2014-2015 est à sa deuxième journée ce mardi 23 juin dans toute la RDC où les finalistes du secondaire ont affronté les cours d'option. Pour cette édition, près de 600 000 élèves prennent part à ces examens. Affaire doublon dans les candidatures à la députation provinciale, les partis de l'opposition et de la majorité ont 10 jours pour se conformer à la loi électorale. Sinon, ils verront les listes concernées être retirées de leur circonscription. Quid de la conservation des produits pharmaceutiques à Kinshasa? La question se posant avec acuité, nos reporters ont tenté d'interroger les tenanciers des pharmacies quinoises qui sont dans l'ordre et celles qui ne respectent pas les règles. Et enfin, les jeunes syndicalistes à l'école de formation de la Confédération démocratique du travail où ils sont membres. Cette formation vise à améliorer les capacités des jeunes syndicalistes dans la défense des intérêts des travailleurs. Merci d'être avec nous. Les élèves finalistes affrontent le deuxième jour des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2014-2015. Pour ce mardi 23 juin, ils ont fait face aux cours d'option sur toute l'étendue du territoire national. Environ 592 269 candidats finalistes répartis dans 1784 centres participent à ces examens. Je vous propose de suivre ce qu'a été la première journée de ces épreuves dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Matata Ponyo. Suivez. 593 000 élèves affrontent depuis ce 22 juin l'examen d'État, édition 2015. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qu'accompagnait le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba, et différentes autorités de l'éducation. C'est au lycée Monseigneur Chaoumba que le Premier ministre a ouvert la première enveloppe des items en présence des témoins et devant les élèves pour plus de transparence. Aussitôt après, Matata Ponyo et Maker Mwangu ont procédé à la distribution des items aux élèves. Devant la presse, le Premier ministre s'est dit satisfait du taux de participation des filles, soit 49% contre 51% des garçons, et du début de cette session sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a également salué les innovations pour cette année. Nous pouvons vous assurer que les épreuves vont se passer dans l'ensemble de la République, parce que le pays n'est plus en guerre sous le leadership du président de la République. Les forces armées congolaises réformées ont bouté tous les ennemis dehors. Il y a encore ce qu'on peut appeler des petits frémissements ici et là, mais ceci ne peut pas empêcher aux épreuves d'État de se dérouler dans les conditions confortables, conformes aux exigences scolaires. Coup de chapeau donc à la République, parce que la promotion des filles dans l'éducation, elle est devenue une réalité vivante. Il s'y est de signaler que la ville de Kinshasa a reçu 110 000 élèves. La fin de l'examen d'État est prévue pour le jeudi 25 juin 2015. Et justement, après cette première journée d'exéta, les élèves finalistes interrogés sont sortis satisfaits. C'est le cas de ceux qui ont passé cet examen au collège Saint-Joseph de la Gombe. Kioni Kibungu et Pamphile Papadou les ont abordés au sortir du centre d'examen. Suivez. Il était 12 heures lorsque nous nous sommes rendus au collège Saint-Joseph dans la commune de la Gombe, précisément à côté de la gare centrale. Ici, la plupart des candidats finalistes que nous avons entendu notre micro au sortir de leur premier jour des épreuves de l'examen d'État se disent satisfaits de la matière consacrée à la culture générale. Ce, malgré le retard avec lequel ils ont reçu les papiers d'examen. Bon, aujourd'hui, en fait, l'examen s'est mieux passé. Il y a eu un petit retard, mais ça s'est bien passé. On a bien un peu se déprimé. Non, l'examen n'était pas en fait difficile ni facile, parce qu'il y a eu des questions où on connaissait, mais par le stress ou par la peur qu'on a toujours eue de l'examen, tout ce qu'on a entendu de l'examen,
on n'a pas pu répondre. Mais l'examen en soi était facile, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle était abordable. Ça s'est très bien passé. L'examen était un examen de niveau. C'était un examen, j'ai dit, de niveau. Il y avait des questions trop difficiles, très faciles et des questions qu'on connaissait, mais on s'est en sorti. C'est pas ni facile ni difficile, mais un peu facile, difficile. D'autres questions étaient un peu bien et d'autres, ça nous a semblé un peu difficile, mais on s'est sorti avec ça. C'était bien passé. Comme je devais bien lire à la maison, j'ai préparé l'examen. Je me suis retrouvée quand même dans quelques questions. Je me suis sentie un peu à l'aise. L'ambiance était bon, il y avait de l'ambiance. C'est vraiment bien. Il s'y est de signaler que le centre collège Saint-Joseph reçoit les finalistes de plus de 4 écoles, dont le collège Boboto, le collège Notre-Dame de Fatima, l'école de récupération de la Gombe et l'Institut de la Gombe, pour ne citer que celle-là. Parlons élection à présent, affaire doublon dans les candidatures à la députation provinciale. Les partis politiques concernés ont 10 jours pour se mettre en règle conformément à la loi électorale. C'est ce qui ressort des échanges le lundi entre la centrale électorale, les partis de l'opposition et ceux de la majorité. Pamphile Kayombo, Richard Chagoukanengele, bienvenue Magambo nous en parle. L'affaire a été largement médiatisée et commentée dans tous les sens. Il s'agit de plus de 700 doublons décelés lors du traitement des candidatures à la députation provinciale. La journée d'échange d'informations à ce sujet, organisée par les CENI, a l'intention des délégués de la majorité et de l'opposition, tout en reconnaissant ce fait, est parvenue à cette conclusion, conformément à l'alinéa 5 de l'article 21 de la loi électorale. Les doublons tels que présentés par la CENI ont été confirmés. Il y a sur 24 000 candidats aux élections provinciales, il y a autour de 700 doublons, c'est-à-dire à peu près 3% des candidatures qui posent problème. Vous trouvez un candidat sur un parti politique X et il est encore candidat sur un parti politique Y. Mais cette question de doublons est réglée directement par l'article 21 à son dernier alinéa de la loi électorale. Tout est réglé là-bas. C'est-à-dire en cas de non-conformité à la loi, en cas donc de doublon, qu'est-ce que la CENI doit faire? La loi prévoit que la CENI retourne cette liste contestée aux candidats ou aux mandataires ou aux partis politiques et pour trouver une solution en dehors du jour. Nous avons insisté auprès de la CENI que ce qui nous préoccupe comme opposition, c'est la question liée à la gouvernance générale du processus électoral. Vous aurez remarqué que le délai qui était fixé par la CENI pour publier les listes provisoires a enclenché ensuite le contentieux de listes pour avoir les listes définitives et sécuriser le chemin qui doit nous mener aux élections en octobre et empêcher ainsi le glissement n'a pas été observé. Rappelons que les anomalies constatées appellent en principe à des sanctions allant jusqu'au retrait pur et simple des listes concernées. Et le Parti travailliste va participer au dialogue politique au cas où il serait organisé. Cette décision a été prise par les cadres de base de cette formation politique lors de la séance de restitution de la rencontre du président national du PT et le chef de l'État. C'était le week-end dans la commune de Limete, Jacques-Olivier Moulouba. Devant les cadres de base réunis au collège cartésien, le président national du Parti travailliste a fait la restitution de ses entretiens avec le chef de l'État dans le cadre de ses consultations. Traité de tout le mot par l'opposition politique, Steve Mbikaï a clarifié ses camarades du parti sur les propositions qu'il a faites au chef de l'État pour la bonne tenue des élections et sur la guerre entre son parti et l'UNC de Vital Kamerhe. Convaincus de l'opportunité de sa démarche, les cadres ont démocratiquement voté pour la participation du parti au dialogue politique au cas où il se tenait et pour la poursuite de la réplique face aux attaques de l'UNC. Et par rapport à la question du dialogue, presque à l'unanimité, tous les cadres ont décidé que si le dialogue est convoqué, le PT serait bel et bien au dialogue. Nous voulons, nous, que le dialogue finisse par un accord politique conclu entre les deux partis, l'opposition et la majorité, et qu'il y ait un chronogramme pour l'application de tous les points d'accord et qu'il y ait une commission de suivi tripartite, opposition,
majorité civile pour assurer le suivi d'application de ce qui sera convenu. Par rapport au boycott de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé par quelques députés nationaux de l'opposition, Steve Mbikai a réagi. Il faut pousser la leçon jusqu'au bout. Il faut quitter le Parlement. Parce que toutes les sessions sont convoquées, n'est-ce pas, avec l'autorisation du chef de l'État. Si on pense qu'on ne peut pas répondre à ça, il faut quitter l'Assemblée nationale. J'ai été élu pour faire la politique des institutions. Donc nous serons bel et bien à la session extraordinaire parce qu'on est député. Le Parti travailliste, qui est un parti démocratique, est passé par le vote pour décider sur sa voie à suivre. Une nouvelle cellule du Congrès national congolais a vu le jour à Kindélé, dans la commune de Mongafula. L'implantation de cette cellule a eu lieu en présence de la présidente des femmes du CNC. C'est un reportage signé José Olitomake Chims Kapangala. Le Congrès national congolais, parti cher au député national Pius Mwabilu Mbayou Mukala, continue à faire parler de lui à travers la République démocratique du Congo. Après Mangobo dans la province orientale, le CNC vient de s'implanter au quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa. La cellule de Kindélé sera dirigée par Dominique Mbola, récemment nommé au sein du bureau politique. Ce digne fils du CNC s'est dit déterminé à appliquer à la lettre la principale recommandation du président national du CNC, appelant les membres de ce parti à mouiller considérablement leur maillot pour quadriller le coin et recoin du pays. Et c'est là que nous sommes en train de nous battre pour implanter le parti et faire voir à la population ce que le CNC veut. Un parti de développement. Les militantes et militants du CNC, surnommés ici Jeunes Tigres, travaillent nuit et jour en sillonnant différents quartiers de la commune de Mongafula pour faire adhérer les habitants de ce coin de la capitale à l'idéologie de Pius Mwabilu Mbayou Mukala. On est appelé de Tigres parce qu'on se bat pour notre parti CNC, pour faire adhérer les gens pour je cherche notre développement. Le travail que nous faisons, c'est un travail tellement difficile. Nous partons dans des missions tellement difficiles. Lorsqu'on nous appelle des tigres, c'est-à-dire que nous affranchissons partout. Même là où on dit que les gens ne passent pas, mais nous, pour l'amour de notre pays, vu la vision qu'a l'honorable Pius Mwabilu et vu la vision qu'a les camarades de Dominique Mbola, nous partons partout sans frontières pour l'implantation du parti. Parce que nous savons que si le parti est implanté partout, nous aurons des députés de qualité, des hommes et des femmes qui raisonnent, des conseillers communaux de qualité, des députés provinciaux de qualité, et nous irons de l'avant et ce pays marchera. En vue de démontrer à la face du monde sa vision de placer l'homme au centre de tout, le Congrès national congolais, ce parti de gauche, a ouvert une clinique dénommée La Joie pour soigner gratuitement la population de ce coin. Jamais un sans deux, dit-on. Après la clinique, les habitants de Kindélé vont bénéficier d'ici juillet 2000 mètres de câbles électriques pour le rétablissement de l'électricité dans ce quartier. Cadeau signé Pius Mwabilu Mbayou Mukala, l'homme qui fait la politique d'une façon professionnelle. Le nouveau secrétaire général adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD a été fêté par les filles et fils du Maniema, membres de cette formation politique, le dimanche à l'hôtel Béatrice. Emmanuel Ramazani Chadari a reçu un cadeau, une œuvre d'art de l'artiste Botembe et des chèvres. C'était en présence de notabilités de la province, dont le Premier ministre Matata Ponyo. Suivez. Voici l'homme. Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire général adjoint du PPRD désigné le 23 mai 2015. Il a été à l'honneur car fêté par les filles et fils de la province du Maniema, membres du PPRD, le dimanche 21 juin 2015 à l'hôtel Béatrice. Voilà qui justifie la présence des notabilités de la province et d'autres invités. Le secrétaire général du parti et ses autres adjoints, les députés nationaux, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et personnalités, tous ont sacrifié leur repos dominical pour célébrer la fierté et la joie, une occasion considérée comme la refondation de la fraternité des filles et fils du Maniema. Dans la foulée de messages, les orateurs ont tous remercié le président de la République pour le choix porté sur leurs frères. Ainsi ont-ils promis d'être derrière le chef de l'État pour le triomphe des valeurs démocratiques. Tradition du Maniema oblige, l'heureux promu a reçu un cadeau,
un tableau de l'artiste Botembe symbolisant la grande famille, ainsi que 3 chèvres, ce qui l'a plongé dans l'extase. Ce que vous avez organisé m'a naturellement ému. Je suis ému. Ce que vous venez de faire ce soir, c'est un message clair envers l'initiateur du parti. C'est lui-là qui nous a désignés pour épauler le camarade Mova Sakani. Vous allez remarquer que le PPD soutient, Emmanuel soutient le PPD, il vous soutient également. Des cadeaux, il y en a eu aussi pour d'autres membres du secrétariat du PPRD. Il faut dire que Ramazani Chadari est député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est un intellectuel avéré et pétri d'une expérience professionnelle remarquable. Et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en sa qualité de président, a échangé le dimanche avec ses frères de l'Alliance de Bangala Aliba. Objectif, fournir des explications sur sa nomination au gouvernement de cohésion nationale et relancer les activités de cette association. C'était à l'espace Somida dans la commune de Matete. Suivez. Venus des différents coins de la commune de Matete et des environs, les fils et filles Ngala réunis au sein de l'alliance des Bangala Aliba sont venus suivre les explications de leur frère Egbake Yangembe Omer au sujet de sa nomination au gouvernement de cohésion nationale. Nous avons accepté de prendre part aux concertations nationales activement comme parti politique. Certains partis politiques de l'opposition dont nous étions ensemble avaient refusé de prendre part. Nous y avons été. Et il a fallu que les recommandations issues de cette concertation soient appliquées. Selon Egbake Yangembe Omer, sa présence au gouvernement est consécutive à la mise en application des résolutions issues des concertations nationales. Cette rencontre a été également une occasion pour le ministre de l'Urbanisme et Habitat de relancer les activités de Aliba avant de demander à ses membres de soutenir Joseph Kabila, président de la République. Que l'Aliba ne peut pas être un marchepied d'un individu qui peut-être pour des raisons que nous ignorons vers traîner Bangala contre Kabila. Troisièmement, parce que Kabila a fait de moi ministre. Je ne saurais pas être ingrat vis-à-vis de lui. Il faut que je lui exprime avec ma base toute notre gratitude. C'est pourquoi j'ai courageusement, clairement et librement dit que moi, Omer Egbake, ministre du gouvernement, soutient Kabila et soutiendra Kabila dès lors qu'il est président de la République. Cette campagne de sensibilisation s'étendra dans presque tous les coins de la capitale, Dixit et Egbake Yangembe Omer. Autre titre de l'actualité, la défense des intérêts de travailleurs. C'est le cheval de bataille de la Confédération démocratique du travail. Cette plateforme syndicale qui prône l'excellence forme les jeunes sur le rôle d'un syndicat dans le milieu du travail. Reportage signé Abdul Soko et Sylvain Bété. 2 orateurs de haut niveau sont mis à contribution pour que les jeunes syndicalistes de la Confédération démocratique du travail soient formés sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le milieu du travail. Placée sous le thème « Intégration des jeunes dans le syndicat », cette formation vise à améliorer les capacités des jeunes syndicalistes dans la défense des intérêts des travailleurs. C'est pour cette raison-là qu'au niveau de la CDT, nous pensons que chaque jour, chaque mandat, nous devons nous remettre en cause et revoir nos bagages par rapport aux nouvelles notions qui sont entrées sur le terrain. Et nous pensons qu'à travers cette formation, ça va vous aider à améliorer votre capacité d'intervention sur le terrain, mais surtout à ne pas avoir des complexes devant nos partenaires qui sont les employeurs et pourquoi pas les gouvernements. Il ne faudra pas que vous pensiez que parce que vous avez autant d'années dans les syndicats et que cela est un acquis nécessaire pour prétendre être syndicaliste. Non. Un syndicaliste, c'est celui qui donne des réponses à la situation, aux problèmes des travailleurs. Si vous n'êtes plus à mesure de donner ces solutions-là, vous n'avez plus l'étiquette des syndicalistes. Raison pour laquelle nous pensons que cette formation était la bienvenue
après avoir eu la conquête dans les entreprises, après avoir obtenu des sièges, l'heure est maintenant à la remise à niveau de tous ceux qui doivent aller maintenant encadrer ces travailleurs, les délégués syndicaux, dans les différentes entreprises. Pendant 2 semaines, les participants seront aussi formés sur l'aperçu du mouvement syndical dans le monde, en Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo. Et la troïka stratégique de lundi a fait état d'une stabilité du taux de change depuis 2014 à ce jour. Dans cette rencontre avec le Premier ministre, il a été également question d'analyser le phénomène bilanga qui est pratiqué par des opérateurs économiques et concernant les réserves en devises à la Banque centrale. Ces devises se situent à plus d'1,6 milliard de francs congolais. Suivez. Au poste de Mokambo, bien qu'il y ait augmentation des recettes par rapport à la période précédente, mais il a été noté qu'il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour lutter contre le phénomène bilanga, qui, il faut l'avouer, n'est pas une affaire de petits commerçants, mais il s'agit là d'une chaîne où on retrouve même des grands opérateurs économiques qui procèdent au dépotage de conteneurs entiers et dont les marchandises traversent la frontière congolaise sur des vélos. Et il a été fait rapport par les services sur place que c'est à peu près 3000 vélos qui traversent avec des marchandises en petite quantité. Mais lorsqu'il s'agit de 3000 vélos, vous comprenez qu'en fin de compte, ça peut concerner des dizaines de conteneurs. S'agissant toujours de la situation interne sur le plan économique, d'abord les réserves en devises au niveau de la Banque centrale se situent à 1,648 milliard, ce qui représente quelque chose comme 6,8 semaines d'importation. Le ministre des Finances, Henri Yves Moulanga, a signé dernièrement un contrat d'assistance technique entre son ministère et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Ce contrat porte sur la mise en place d'un processus d'implantation des plateformes industrielles dans le Congo central. Moussa Chirala. C'est dans le cadre du projet de développement du pôle de croissance ouest financé à hauteur de 110 millions de dollars américains par la Banque mondiale que le ministre des Finances et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI ont signé lundi 22 juin un contrat. Ce contrat porte sur la mise en place d'un processus d'implantation des plateformes industrielles dans le Congo central. L'objectif poursuivi est de créer des emplois dans les localités de Boma, de Lukula, de Tchela, de Kimpese, de Mbanzangungu et d'Inkisi, mais aussi d'y augmenter la productivité de près de 50 000 agriculteurs, dont environ 40% des femmes, et d'accroître leurs revenus. Ce projet rentre dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale, mise en place par le gouvernement sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le but de consolider et de rendre la croissance économique plus inclusive. Selon le document d'évaluation du projet, d'importants autres contrats ont été signés par l'ONUDI. On cite notamment le contrat avec l'Institut national des études et recherches agronomiques, le contrat avec le Service national des semences et enfin le contrat avec la direction de voies des dessertes agricoles en vue d'assurer la supervision et l'entretien des travaux de désenclavement des pôles de production. Le ministre des Finances dit être convaincu que la signature du contrat avec les prestataires identifiés pour ces missions va faciliter la professionnalisation des organisations paysannes autour des infrastructures. Les services d'assiette fiscale du Congo central sont invités à maximiser les recettes pour permettre à la direction provinciale de la DGRAS d'atteindre les assignations pour l'exercice fiscal en cours. L'appel leur a été lancé au cours d'une matinée fiscale tenue dans la ville de Matadi. Images et commentaires.
Toutes les questions en termes d'obstacles dans la mobilisation de recettes non fiscales ont été discutées entre le directeur provincial de la DGRAD Congo central et les responsables de services d'assiette réunis à Matadi dans une matinée fiscale sur les assignations. Une occasion pour les deux parties d'évaluer leur collaboration et harmoniser les vues sur un certain nombre de questions soulevées par les uns et les autres. Ceci pour une maximisation de recettes conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques et au règlement général sur la comptabilité. Une façon donc pour Romain-Paul Kalume-Bouanachui de mettre le bouchée double pour atteindre des assignations de plus de 25 milliards de francs congolais auxquels la DGRAD Congo central fait face pour l'exercice en cours. Le but final était de remettre les assignations aux différents services d'assiette parce que vous savez qu'on nous a assigné un montant total de 25 milliards 700 millions de francs congolais. Nous ne pouvons pas le réaliser seuls parce que la DGRAD travaille en amont avec les services d'assiette qui, eux, constatent et liquident les recettes pour compte pouvoir central et nous nous ordonnancions et recouvrons. Donc c'est avec eux, ensemble, en synergie, qu'on va atteindre ce montant. Séance tenante, les responsables des services d'assiette ont été assignés par le directeur provincial de la DGRAD qui les a par ailleurs exhortés à la culture du civisme fiscal, à la tenue d'un répertoire de tous les assujettis et à la prise en charge des déclarations tardives. Étant donné que l'attente des assignations dépend également de la manifestation d'une bonne attitude tant de la DGRAD que des services d'assiette. Les agents ont été appelés à faire preuve des patriotismes, du dévouement, de l'intégrité, de l'honnêteté et du savoir-faire et être. La question du retour du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa a été au centre de la 16e session du Conseil de l'administration de cette organisation tenue à Durban, en République sud-africaine. Le vice-premier ministre en charge de postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information de la communication, Thomas Luakalo Senjola, y a pris part pour le compte de la République démocratique du Congo. Un consensus sur le principe du retour du siège de l'UAT a été dégagé. L'une des conditions pour ce retour, c'est l'appurement des aériens des contributions de la RDC. Sur ce, le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné l'appurement de cette dette qui s'élève à plus ou moins 450 000 $ américains. Il ne reste qu'à la RDC de poursuivre les échanges avec le secrétariat de cette institution sur les modalités pratiques de ce retour du siège à Kinshasa et attendre la réunion de plénipotentiaire de l'UAT pour la décision finale. À titre de rappel, ce siège avait été délocalisé provisoirement à Nairobi, au Kenya, à la suite de l'instabilité politique qu'a connue la République démocratique du Congo à un certain moment. Dans le reste de l'actualité, l'Église catholique a célébré dimanche 21 juin la 49e journée mondiale de la communication sociale, placée sous le thème « Communiquer la famille, milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité et de l'amour » à Kinshasa. Cette journée a été marquée par la célébration d'une messe d'action de grâce présidée par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsingo Passigna, en la paroisse Saint-Albert, le Grand de Macampagne. Le point avec Irène Moussouni. Les communicateurs, communicologues, journalistes, religieux et religieuses, ainsi que les paroissiens venus des 4 coins de la capitale ont été conviés à la célébration de la 49e journée mondiale de la communication sociale. C'était à la paroisse Saint-Albert, le Grand de Macampagne. Cette journée a débuté par une célébration eucharistique présidée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Laurent Cardinal Monsengo. Conscient du caractère indispensable que revêt la communication aujourd'hui dans la société et la famille, le prélat catholique a dans son homélie, à la lumière du message du pape François sur la dite journée, exhorté l'assistance à pratiquer une communication bienveillante et mieux gérer les contenus des programmes dans les médias. Le pape François commence par affirmer que la famille est le premier lieu où l'on apprend à communiquer. Au dialogue d'amour entre les parents et les enfants qui commence dès le sein de la mère, cette transmission de la foi se fait principalement par la communication d'une information
la justice et la réconciliation. Le vice-président de la commission diocésaine des communications sociales, Aimé Félé, a salué le contenu du message de l'évêque. Comme dirait le psaume 118, c'est un jour de fête, un jour de joie. Un jour de fête, un jour de joie, parce que c'est notre journée. Et en 7 jours, nous qui avions commencé une pastorale d'ensemble, sous le thème famille et communication, c'est-à-dire c'est le milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l'amour. Il ne suffit pas seulement de communiquer, il faut s'assurer de la qualité de la communication pour éviter les conflits. Voilà pourquoi l'Église catholique propose la communication bienveillante, non violente, l'éducation par les médias, la bonne gestion dans l'utilisation des NTIC pour l'amélioration de la communication dans les familles. Dans la province du Congo central, le pont Luozi, situé dans le territoire qui porte le même nom, est dans un état de délabrement et nécessite une intervention du gouvernement provincial. C'est la raison d'être de la présence du ministre des ITPR, Oscar Massamba, dans ce territoire pour les études de faisabilité de la réhabilitation de cette infrastructure. Richard Chakokanyengele, Gladys Abananga. Le cri de détresse de la population de Luozi sur la détérioration prononcée du pont portant le nom de ce territoire étant parvenu à l'autorité des tutelles, celle-ci a dépêché le ministre provincial en charge des ITPR, Oscar Massamba, s'imprégner de toutes les réalités. Le représentant du gouverneur de province a inspecté l'état de la route Kimpese-Luozi où l'office des routes a eu à exécuter les travaux de reprofilage. À Kimbemba, le village situé au bord du fleuve Congo, Oscar Massamba a été frappé par l'état vétuste d'une des passerelles construites par l'office des routes pour faciliter la montée du bac. Instruit par l'expertise de l'ingénieur Mambou de l'office des routes, le numéro 1 provincial des ITPR a conclu qu'il demeure impérieux que la passerelle détériorée soit si vite réhabilitée en vue de l'équilibre de part et d'autre. À Luozi, un accueil convivial a été réservé au ministre des ITPR représentant le gouverneur de province. Oscar Massamba s'est entretenu à huis clos avec l'administrateur du territoire sur l'état des lieux de sa juridiction. Après quoi, la délégation constituée va se rendre au pont Luozi, cet édifice de 24 mètres de longueur et de 4,5 mètres de largeur d'une importance capitale pour le trafic de la population de cette contrée. À première vue, le ministre des ITPR s'est vite rendu compte que l'état délabré du pont Luozi, qui nécessite l'implication rapide de l'autorité gouvernementale pour sa réhabilitation. On en vient maintenant à ce constat. La plupart des pharmacies de la ville de Kinshasa ne possèdent pas des matériels adéquats pour la conservation de leurs produits. Cette situation provoque, entre autres, comme conséquence, la résistance de certaines pathologies dans l'organisme humain. Coup d'œil sur quelques officines de Kinshasa avec Jean-Jacques Kalonji, Irène Moussouné et Elvis Ndaya. La santé n'a pas de prix, dit-on. Cette pensée est loin de préoccuper certains Congolais, surtout ceux qui créent des pharmacies de fortune. Ces derniers ne tiennent pas compte ni des exigences qu'imposent certains produits pharmaceutiques pour leur bonne conservation, ni du danger qui guette les consommateurs des dits produits. Si ici, dans cette pharmacie située au centre-ville de Kinshasa, la capitale, il est prévu cette armoire appelée armoire à poison pour conserver les stupéfiants, c'est-à-dire des produits psychotropes comme les diazépams et autres, un réfrigérateur dans lequel sont conservés ces produits et la climatisation, bon nombre d'officines pharmaceutiques quinoises de fortune sont dépourvues de ces matériels très importants. Et comme on pouvait s'y attendre, notre caméra n'est pas la bienvenue dans ces boutiques de la mort. Les médicaments vendus dans ces pharmacies sont altérés à cause des mauvaises conditions hygiéniques. Conséquence, les pathologies résistent dans l'organisme humain en proie à des rechutes fréquentes à l'issue d'un traitement médical. Une réaction tout à fait normale au fait des anticorps qui ne réagissent pas aux effets de ces produits jugés inefficaces. La santé n'a pas de prix, certes, et la balle est donc lancée en direction des décideurs pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. En attendant, beaucoup reste à faire pour inculquer une bonne mentalité dans le choix de produits pharmaceutiques de qualité à la population congolaise.
Toujours dans le secteur de la santé, lancée le 9 mars dernier, la campagne de dépistage gratuit des myomes, kystes ovariens et autres maladies gynécologiques s'est clôturée le week-end. Occasion pour l'initiateur, le docteur Antoine Modia, de faire la restitution de la dite campagne. Plus de 1800 femmes ont été dépistées, mais seulement 31 femmes ont subi une intervention chirurgicale. Vicky Moukeba. C'est pour honorer et réduire la souffrance latente de la femme que la Fondation des Anges avait lancé la 3e édition de la campagne de dépistage gratuite de myomes, kystes ovariens et autres maladies gynécologiques. Du 19 mars au 15 juin, cette campagne s'est déroulée à Kinshasa pour sa 3e édition et à Kisangani pour sa 1re édition. L'administrateur fondateur de la Fondation des Anges, le docteur Antoine Modia, a jugé positif le bilan de cette campagne. Au total, plus de 1800 femmes ont été dépistées dans les 2 provinces. Mais seulement 31 femmes ont subi une intervention chirurgicale, dont 4 seulement ont bénéficié de la gratuité de l'opération à Kisangani et à Kinshasa. Donc les bilans, c'est ce que j'ai projeté tout à l'heure. C'est qu'en fait, par rapport à toutes les campagnes passées, c'est cette fois-ci que nous avons vu plus de 1000 malades. Donc en fait, il y a aussi, rien qu'à Kinshasa, on est arrivé à 1040 malades. Mais il y a eu aussi la première édition à Kisangani qui a fait qu'en fait, on a vu beaucoup de malades, donc on a découvert plus de pathologies qu'avant. Donc le bilan est positif et c'est grâce à la sensibilisation et à la vulgarisation que vous assurez. La bourgmestre de Massina, Ernestine Mujinga, se dit heureuse que l'initiateur de cette campagne, Antoine Modia, choisisse sa municipalité pour le lancement du dépistage gratuit des myomes kystes ovariens le 9 mars dernier. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Jean Nengbangba, qui a clôturé cette campagne, a émis le vœu de voir d'autres éditions de dépistage gratuit de myomes, kystes ovariens et autres maladies gynécologiques. Notons que pour se prévenir de cette maladie, les femmes doivent se faire dépister. L'entreprise de télécommunications RTL RDC a lancé le week-end la 5e édition du tournoi de football dénommé RTL Jeunes Talents. Ce lancement a coïncidé avec le séjour en RDC de l'ambassadeur panafricain de la marque RTL Yaya Touré. C'est un reportage signé Vicky Moukeba et Elvis Ndaya. Du tournoi, côté garçon. Au total, 10 provinces de la RDC vont participer à la 5e édition du tournoi RTL Jeunes Talents. La participation à ce tournoi de football est gratuite. Les équipes proviennent de différents championnats organisés au niveau des centres, des districts et des communes du pays. Les jeunes filles et garçons de moins de 17 ans peuvent aussi y participer en constituant des équipes de 16 personnes, moyennant une lettre de motivation. Pour le directeur général d'RTL RDC, Alain Kahacha, sa société tient à travers cette initiative à l'émergence du football et aussi à un avenir promoteur des jeunes talents. RTL Jeunes Talents est le plus grand tournoi de football des jeunes de moins de 17 ans, initié par notre société dans les différents pays RTL, y compris en République démocratique du Congo, et ce, en collaboration avec des clubs légendaires. Depuis sa première édition en 2011, année après année, les Congolais ont pris rendez-vous avec le plus grand événement de football pour jeunes, totalement financé par RTL à travers la République démocratique du Congo, avec l'appui de la Fédération congolaise de football association et de la Ligue nationale de football des jeunes. L'ambassadeur panafricain de la marque RTL Yaya Touré a noté que c'est par le courage, l'envie et l'abnégation que les jeunes footballeurs peuvent évoluer. Être ambassadeur pour cette marque RTL, je crois que c'est un grand bonheur en ce moment et aussi un grand plaisir parce que étant footballeur, c'est vrai que voilà, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière, mais bon, j'oublie pas d'où je viens et j'oublie pas comment j'ai commencé. RTL Jeunes Talents a en outre permis à la FECOFA de visualiser plus de 9400 jeunes à travers le pays. Ce tournoi sert donc de banque de données et de traçabilité pour la FECOFA afin de développer le football congolais.
Présent à ce lancement, le ministre de Sport Samalou Kondé a indiqué que le sport est un mode d'éducation qui forme les jeunes à la discipline et à la maîtrise de soi. Par la même occasion, le trophée de la 5e édition a été présenté à l'assistance avant quelques jeux de jonglage entre le milieu de terrain de Manchester City Yaya Touré et le DG d'RTL RDC Alain Kacha. Dans le cadre de son programme J'adopte une école, RTL RDC a, en présence des ambassadeurs d'RTL RDC et de l'ambassadeur panafricain Yaya Touré, posé un acte social en faveur des enfants scolarisés à l'Epengwanza, dans la commune de Kimbantseke. Ce don était constitué des livres, des ordinateurs, des t-shirts et des képis. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce 12-13. Je vous rappelle l'essentiel de titres avant de nous séparer. L'examen d'État édition 2014-2015 est à sa deuxième journée ce mardi 23 juin dans toute la RDC où les finalistes du secondaire ont affronté les cours d'option. Pour cette édition, près de 600 000 élèves prennent part à ces examens. Affaire doublon dans les candidatures à la députation provinciale. Les partis de l'opposition de la majorité ont 10 jours pour se conformer à la loi électorale. Sinon, ils verront les listes concernées être retirées de leur circonscription. Quid de la conservation des produits pharmaceutiques à Kinshasa? La question se posant avec acuité, nos reporters ont tenté d'interroger les tenanciers des pharmacies quinoises qui sont dans l'ordre et celles qui ne respectent pas les règles. Et enfin, vous avez suivi les jeunes syndicalistes qui sont à l'école de formation de la Confédération démocratique du travail où ils sont membres. Cette formation vise donc à améliorer les capacités des jeunes syndicalistes dans la défense des intérêts des travailleurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Restez branchés sur la RTG Aouda. Parce que je vous donne